je sens que je vais devenir professeur. Bien entendu, j'avais l'impression qu'il se payait ma fiole. Et la réalité, c'est que c'était bien le cas. C'était pour faire de la théorie de Galois, et je ne sais plus exactement ce qu'on faisait, mais le gâteau, je m'en souviens très bien, c'est la foire à la saucisse. En fait, je pense que je peux résumer ça comme ça. Qu'est-ce que je vais faire de toute cette oseille? Je veux me raser le crâne. Et je me dis, mais tu peux faire beaucoup mieux que ça, mon ami. Bienvenue. Je m'appelle Olivier Geneste, vous me connaissez pour ma chaîne YouTube All Jeunes les maths en finesse, et on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de mon podcast. Dans ce podcast, je n'ai pas pour ambition de vous assommer ou de vous embrumer l'esprit à grands coups de mathématiques, mais je vais plutôt vous parler de tout ce qui tourne autour de cette discipline et de son enseignement. Et je vais expliquer un peu ce que je veux dire par là. Autour des mathématiques, il tourne pour moi la joie, le fait de suspendre son jugement quand on pense que quelque chose est vrai. Il tourne des histoires de conjectures, d'exemples, de contre-exemples, de démonstrations. Il tourne aussi cette construction de l'esprit critique que m'a permis les mathématiques. Mais au fil de mon parcours, et ce parcours je le raconterai dans quelques instants, j'ai pu aussi réaliser que les mathématiques pouvaient évoquer quelque chose de froid, quelque chose d'inaccessible, quelque chose de mystérieux, quelque chose qui vient faire obstacle aussi à une carrière professionnelle, parce que la plupart des gens qui font des mathématiques pendant leurs études ne feront pas forcément de mathématiques dans leur métier plus tard. Et je prends tout ça, toutes ces choses qui tournent autour des mathématiques, et je vais essayer d'en faire quelque chose dans ces émissions au format podcast. Sur ma chaîne YouTube, pour l'instant, je n'ai fait que résoudre des exercices, proposer des démonstrations, des explications de cours, mais j'ai été professeur, j'ai été étudiant, j'ai fait les deux. Aujourd'hui, je ne suis plus ni l'un ni l'autre, peut-être un peu les deux à la fois. Et je me rends compte que si je veux essayer de transmettre mes connaissances de la meilleure manière possible, de manière à ce que chacun puisse accéder à une certaine compréhension des mathématiques, du moins quelque chose qui puisse ressembler à ce que je ressens quand je parle de mathématiques, il faut aussi traiter de thèmes connexes, notamment de l'enseignement des mathématiques, des professeurs, de l'éducation, de considérations politiques et de tas d'autres choses encore. Alors, qui es-tu, Olivier Geneste? Si tu me découvres grâce à ce podcast, eh bien c'est une question qui est bien légitime. Mais le plus drôle dans cette histoire, c'est qu'elle est tout aussi légitime pour les personnes qui me connaissent sur ma chaîne YouTube. J'ai pu décrire mon parcours dans les grandes lignes jusqu'à présent, mais je ne suis jamais rentré dans les détails, et aujourd'hui, je pense que c'est l'occasion de s'y mettre. Je précise que j'exposerai à la toute fin de ce podcast les raisons pour lesquelles je ne suis jamais rentré dans de tels détails. Et pourquoi je le fais aujourd'hui plutôt qu'à un autre moment? Bien, je dirais que l'occasion s'y prête, mais je suis aussi confronté, moi, à l'écoute de podcasts, et je regarde des vidéos. Et de temps en temps, je me dis, c'est dommage que je ne sache pas vraiment à qui j'ai affaire, parce que je pourrais mieux comprendre ce qui est dit. Je pourrais comprendre le parcours qui a mené jusqu'à l'émergence de telle ou telle opinion et de tel ou tel point de vue sur une question donnée. Et il y a beaucoup de bruit quand même sur Internet. Il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de personnes qui s'expriment. Mais si on ne sait pas qui c'est, on reste avec des bouts de phrases et on ne sait pas ce qu'il y a derrière, en fait. Je ne peux pas soulever la phrase et voir que derrière, il y a un corps, il y a quelqu'un qui assume ses propos avec son visage, son nom, son expérience, son vécu. Et c'est vraiment ce que j'ai l'intention d'offrir dans ce podcast-là. Alors, je précise que l'ambition n'est pas que tu rejoignes mes opinions, que tu embrasses mes idées et que tu les défendes ensuite vaillamment. Je souhaite seulement te permettre de comprendre qui je suis, de manière à ce que tous les propos que je vais proférer ensuite dans les autres épisodes de ce podcast, tu puisses les interpréter en te disant « Ah, je comprends qu'il pense ça parce qu'il a vécu ça. De mon côté, les arguments qu'il propose, je les juge comme étant valides, mais je n'aboutis pas à la même conclusion parce que j'ai vécu autre chose. Mais je souhaite t'offrir au moins une possibilité d'interpréter correctement mes propos, cela parce que tu auras pu, je l'espère, me comprendre un peu. Alors, loin de moi l'idée de te gratifier d'une autobiographie complète, mais je vais quand même repartir de ma petite enfance et de la maternelle, parce que j'ai un parcours qui est hors du commun, tu vas t'en apercevoir très vite, et certaines choses se sont jouées dès le début. Alors, pour ce qui est de la petite enfance, je n'en ai que des faits rapportés, mais il s'avère que le petit Olivier Geneste a appris assez vite à se mettre debout, à parler, à lire et à compter. Ce sont des choses qui sont dues à une volonté de mes parents de ne pas s'occuper de moi, mais de m'élever. Il y a quelque chose de très différent dans ces deux verbes-là, et j'y tiens beaucoup. D'un côté, on s'occupe, il y a l'histoire du temps qui passe, mais il n'y a pas de volonté, alors que dans la volonté d'élever un enfant, il y a la volonté de lui permettre d'accéder à quelque chose de supérieur. Et pour moi, notamment, c'était juste se contenter de satisfaire ma curiosité. Le petit Olivier Geneste était quelqu'un de très curieux, paraît-il, pas intrépide, il paraît que j'étais prudent, mais je posais beaucoup de questions, et mes parents ont pris la peine et le temps d'essayer d'y répondre au mieux. Et après réflexion, je vais aussi préciser un peu le contexte économique dans lequel j'ai grandi. J'ai passé 19 ans dans un 35 mètres carrés avec mes parents et ma petite sœur, et je peux te dire que l'argent, ça a toujours été peu présent. Mais là au moins, où j'ai pris un bon départ, c'est que
malgré le fait de ne pas grandir dans des conditions optimales, on va dire, sur le plan intellectuel, il y a vraiment quelque chose qui m'a donné un avantage dès le départ. Et donc, un de mes tout premiers souvenirs, c'est bien entendu la naissance de ma petite sœur. Je me souviens de pas grand-chose, mais je me souviens d'un berceau et d'avoir vu une masse de couverture informe, et on m'a dit que c'était très important, donc je l'ai gravé dans ma mémoire, je n'avais que 2 ans. Mais un des souvenirs que j'ai, qui vient juste après, c'est un des souvenirs que j'ai eu en classe de maternelle, et je me rappelle d'une maîtresse qui faisait une leçon sur le son O. Et j'avais présenté assez vite, suite à la question de cette maîtresse, une disjonction de cas. J'avais expliqué que O pouvait s'écrire à la fois O ou AU ou EAU, et j'avais fourni des exemples de plusieurs mots qui s'écrivaient de ces différentes manières. Et là, je me souviens de ça, non pas comme quelque chose de très important, comme la naissance de ma petite sœur, mais comme d'une immense déception. Parce que la maîtresse m'avait fait comprendre que la seule chose qui était prévue au programme, eh bien, c'était le son O, et qu'il n'y avait rien d'autre. Et je m'étais dit, mais moi je venais à l'école, je me disais, ça va être un banquet, je vais festoyer, je vais me mettre plein la panse. Et là on me dit, tu sais, tout le monde est au régime, tu auras une tranche de pastèque, peut-être une feuille de salade, et si tu es sympa, tu auras une carotte que je prendrai la peine de t'éplucher. Et bon, je me souviens de ça, déjà, le fait que je m'en souvienne, je pense que c'est assez signifiant de mon côté. C'est un décalage entre mes attentes irréalistes d'enfant et ce qui s'est passé. Aujourd'hui, j'ai du recul dessus, mais à l'époque, ça m'avait beaucoup déçu, et on m'a narré qu'il y avait une altération de mon comportement suite à ça, que j'avais jamais été violent, que j'étais très sympa, très poli, que je disais bonjour à tous les adultes, que j'entamais des conversations dans tous les sens, mais on commençait à sentir que je commençais à frapper, que je commençais peut-être à mordre, je sais pas. C'est des propos qui n'ont été que rapportés. Et une conséquence de ça, c'est que j'ai sauté la grande section. C'est-à-dire que je suis passé, petite section, moyenne section, tac, j'ai changé d'établissement et je suis rentré en CP, cours préparatoire, pas classe préparatoire. Alors, il n'y a rien de bien exceptionnel jusqu'à présent, sauf que l'école que j'intègre en CP, c'est une école qui sort de l'ordinaire. C'est une école où on parle à la fois français et occitan, donc une école bilingue, une école du Sud. Je suis de Montpellier, j'y ai grandi et j'y ai parlé pendant quelques instants le patois régional. C'est une classe... Alors, c'était un système de classe à double niveau, c'est-à-dire qu'il y avait CE1, CE2 en même temps, et puis CM1, CM2 en même temps. Donc ça me donnait aussi l'opportunité de festoyer. Je t'ai parlé de mon appétit démesuré, et là, il y avait vraiment de quoi m'en mettre sous la dent. Et puis, il y avait aussi un système d'études en petits groupes, en autonomie, en semi-autonomie, qui était très intéressant et très stimulant. Je me rappelle de ceintures qu'il fallait passer. Donc on avait ceinture blanche, puis jaune, puis orange. Enfin, c'était un système un peu comme au judo. Et on pouvait étudier librement les différentes disciplines, et puis monter en grade, on va dire. Et donc je me rappelle très bien de ça, je me souviens de tas de choses. Je me souviens des POG, je me souviens des premières Game Boy, des cartes Pokémon, il y avait encore quelques billes dans la cour d'école, des parties de foot avec des ballons en mousse déchiquetés. Mais il y avait aussi ce système de monter en niveau, et donc j'essayais de devenir ceinture noire le plus vite possible en mathématiques. Et ma joie ensuite, c'était celle de partager avec mes camarades de classe ce que j'avais compris, de les débloquer, d'écouter quelles étaient leurs difficultés, de proposer un petit remède, un espèce d'indice par-ci par-là. Et c'est quelque chose qui me met le sourire aujourd'hui parce que c'était d'excellents souvenirs. Je me souviens d'une cour ensoleillée, je me souviens aussi de ces petites tables rondes autour desquelles on se réunissait entre camarades de classe, et puis voilà, c'était des fiches en fait qui étaient plastifiées, et on avait un petit marqueur Velleda, et puis on pouvait montrer la fiche à la maîtresse qui nous validait, et puis après on allait prendre la fiche du dessus, etc. Et puis il y avait des petites punaises de couleurs sur un tableau en liège, et on pouvait changer la couleur de la punaise en mathématiques, en français, etc. Donc pour moi, c'était extrêmement stimulant. Et en fait, ça a été si stimulant que j'ai sauté aussi le CM2. Donc je suis passé directement du CM1 à la 6e. On s'est dit, voilà, le CM2 c'est toujours un peu une redite du CM1, que le CE2 c'est toujours un peu une redite du CE1, et que bon, j'avais faim, j'avais envie d'apprendre, et donc on m'a dit, allez hop, c'est parti, ça dégage, tu passes directement au collège, il y avait un collège, tout nouveau collège, français-occitan, qui ouvrait, donc c'était une opportunité. Alors à ce stade de mon récit, j'ai 8 ans et demi, parce que je suis de la fin de l'année, je suis né le 14 décembre, et j'entre en 6e. Et là, c'est une énorme désillusion. C'est-à-dire que c'est vraiment un parcours de montagne russe, j'en ai eu une quand j'étais en maternelle, mais en voici une deuxième en 6e. Et la raison, c'est que le collège est tout nouveau, que le recrutement des professeurs est assez disparate, et que la qualité des enseignements me paraît extrêmement variable, mais surtout parce qu'il y a cette ambiance au collège, cette ambiance de zoo. C'est-à-dire qu'on est dans la préadolescence, l'adolescence pour la plupart de mes camarades de classe, et donc il y a cet esprit de rébellion, de
de trouver que finalement, ce qu'on nous apprend, c'est pas cool. Ce qui est cool, c'est d'essayer de ses premières cigarettes, d'écouter du Eminem en douce, alors qu'on comprend absolument rien à ce qu'il dit, mais bon, peu importe. Il y a toute cette ambiance-là et je me dis: «Mais c'est fou parce qu'il y a une discontinuité». On passe de l'école, c'est super chouette, on apprend des choses en autonomie, on s'entraide, il y a les récréations qui sont super et d'un seul coup, on passe au collège et là, il y a plus rien de ça. Et je me dis: «Waouh!» Et puis c'est la première fois aussi que j'ai différents professeurs pour les différentes matières et que je peux constater une grosse disparité dans les compétences, hein, soyons clairs. Et donc c'est là que je dois rendre hommage à nouveau à mes parents qui se sont dit: «Bon, visiblement ce collège ça tiendra pas, il va pas faire sixième, cinquième, quatrième, troisième dans cet établissement. On va le changer de collège, essayer de trouver quelque chose qui lui convient mieux». Et là, c'est à nouveau un souvenir. Alors, j'ai pas des souvenirs continus sur toutes ces périodes-là, mais j'ai au moins le souvenir d'une discussion dans le bureau de la directrice de mon nouvel établissement. Et je sais pas comment, je sais pas par quel truchement, elle me propose de faire ma rentrée non pas en cinquième, mais directement en quatrième. Et je sais pas comment ça s'organise dans mon cerveau, dans le cerveau de mes parents, dans le cerveau de la directrice, mais le discours paraît logique, suffisamment soutenu par des arguments, et je fais ma rentrée en quatrième. Donc, il y a un jeu de saute-mouton ici, je passe CM1, sixième, quatrième, je me dis, allez, c'est parti, l'année prochaine, je serai en seconde. C'est totalement délirant, mais c'est ce qui se passe. Donc, je rentre en quatrième, et là, ça va beaucoup mieux. D'un seul coup, on a retrouvé des élèves qui étaient studieux, j'ai retrouvé un niveau d'enseignement qui était propre à me satisfaire, et finalement, encore une fois, cette métaphore de la nourriture, c'est peut-être plus drôle, c'est des cours qui me permettaient d'arriver à satiété, et donc ça avance tranquillement, je passe mon collège, je passe mon brevet, je me rappelle qu'on n'avait pas fait l'intégralité du programme en mathématiques, et j'étais assez dégoûté, il y avait des statistiques, et je me disais, mais mince, on les a même pas faites, mais bon, ça se passe très bien, et je rentre au lycée. Alors, un petit intermède, c'est que, entre-temps, il s'est passé l'an 2000, donc on a tous survécu à cette fin du monde qui pourtant était annoncée, et très argumentée. Et aussi, c'est aussi l'époque où j'ai donné mes premiers cours particuliers. Donc je me souviens de ça parce que j'aurais pas eu souvenir, parce que j'en donne depuis plus de 20 ans maintenant, mais je me souviens que mon premier salaire était de peut-être 15 ou 20 francs pour une heure. Et je me souviens d'un cours que j'avais fait à une voisine sur les fractions. Et donc j'avais tapé sur WordPad peut-être, ou Word, mais non, je pense que c'était WordPad, parce que j'avais rien de payant. Et donc j'avais fait mon petit truc avec des petits exercices, des petits textes à trous, et donc il fallait réduire de fractions même des dénominateurs, multiplier, etc. Donc ça me fait rire quand j'y repense, et c'est la raison pour laquelle je partage ça avec toi. Maintenant, je rentre au lycée. Donc mon lycée s'est déroulé entre mes 12 et mes 14 ans. Et là, je sens que je vais devenir professeur. Je l'avais senti un peu quand j'étais en école primaire, mais là, c'est quelque chose qui commence vraiment à se formaliser dans mon esprit et que je commence aussi à verbaliser. Je commence à l'expliquer et je commence aussi à me l'expliquer. Je sens qu'autour de moi, les enjeux commencent à monter. Je sens qu'il y a l'échéance du baccalauréat, qu'il commence à y avoir des gens qui sont stressés. Je vois autour de moi des gens qui ne comprennent pas forcément ni la chimie, la physique, les mathématiques. Et de mon côté, rien n'a changé. Mon parcours scolaire se déroule sans accroche et j'arrive à comprendre ce qu'il s'y passe avec facilité. Et donc, mon grand jeu, c'est effectivement aux intercours, un peu tout le temps, d'expliquer à mes camarades de classe, ils viennent me voir et puis j'explique. J'essaie de trouver les bons mots pour essayer de transmettre ce qui m'est apparu peut-être en une fraction de seconde. J'essaie de me dire, je suis sûr qu'en choisissant le bon chemin de pensée, j'arriverai à transmettre quelque chose que j'ai l'impression d'avoir toujours eu en moi. Ça, c'est encore ma mission aujourd'hui, c'est la mission de ce que j'appelle un professeur. Et là, je pourrais me dire, c'est peut-être une histoire que je me raconte, finalement, c'est des souvenirs qui datent d'il y a 20 ans maintenant, puisque j'ai 32 ans, et à l'époque c'était 12, 13, 14 ans, mais je me souviens aussi d'autres choses. Je me souviens d'un épisode où j'étais en devoir surveiller, et là c'est assez remarquable parce que, normalement, pour faire passer le temps, parce qu'on ne pouvait pas sortir avant 3 heures de temps sur un devoir qui durait 4 heures, et cela, peu importe ce qu'on avait fait. Et en DS de mathématiques, en général, au bout de 2 heures, c'était fini cette affaire-là. Et d'habitude, ce que je faisais pour passer le temps, c'était un triangle de Pascal. Et j'allais jusqu'à la 14e ligne, de manière invariable, je faisais du calcul mental, et je faisais ça jusqu'à la 14e ligne parce qu'il y avait cette fameuse succession de coefficients binomiaux 1001, 2002, 3003. Et je trouvais ça assez remarquable de trouver ces coefficients symétriques comme ça, et qui évoluent en progression arithmétique. Mais là, je m'étais dit, je vais prendre le temps d'observer mes camarades autour de moi. J'observais les visages, j'observais les regards. J'observais le rythme auquel le stylo bougeait sur la feuille. Et je sentais cette question, je me disais, mais pourquoi, en toi, ces choses-là paraissent si faciles, et pourtant,
ça ne paraît pas facile pour les gens qui sont autour de toi. Quand je vois les expressions du visage, quand je vois les faciès, quand je vois le stress, la concentration, peut-être même le désespoir de temps en temps, je me demande pourquoi. Mais cette question-là que je me pose, c'est pas pour me dire qu'est-ce qui fait que je suis tant plus fort que ça n'a aucun intérêt. Ça s'est tout de suite transmuté en comment je pourrais faire pour essayer de transmettre une partie de ce que j'estime avoir reçu comme un don. C'est ça, pour moi, la mission du professeur, et j'y ai mis toute mon intention pendant toutes les années qui viennent. Mais je l'avais verbalisé, parce que je l'avais écrit au brouillon. Pendant l'heure qui restait, pendant laquelle je ne pouvais pas sortir, j'avais pris mon stylo et j'avais écrit, j'avais composé, j'avais essayé de mettre sur papier ce sentiment qui était en moi, et cette mission aussi se veut d'enseigner plus tard dans ma vie les mathématiques. Je me permets d'insérer ici un petit intermède économique, parce que c'est très important dans l'histoire qui va suivre. À 13, 14 ans, je commence à réaliser que la situation économique est vraiment pas bonne. Je sens qu'il n'y a pas d'argent, qu'il y en aura de moins en moins, qu'il va y avoir des dettes, et que la possibilité d'aller étudier à l'étranger pour apprendre une langue, ou du moins de suivre des études qui vont être coûteuses, c'est une impossibilité. C'est quelque chose que je prends comme acquis. L'extra, la chose que je veux en plus, il faudra que j'aille la chercher. Alors, j'ai des petits pécules de temps en temps que je mets de côté avec des cours particuliers, mais ça suffira absolument pas à me permettre d'être hébergé quelque part d'autre, ou bien à faire des voyages, ou bien à payer quoi que ce soit qui vient en plus. On a tout juste de quoi vivre décemment, on va dire. Et c'est vraiment pas une plainte, parce que pour moi, c'est très important ici. Je suis très content d'avoir un toit, de pouvoir vivre au chaud, de pouvoir manger à ma faim, et de pouvoir étudier. C'est quelque chose qui me paraît être la base de la base, et je suis capable de me satisfaire de ce peu-là. Mais à cette époque-là, pour moi, par exemple, 5 euros, c'est une somme d'argent considérable. Il y a des gens, je vois des camarades de classe qui sont capables de dépenser ça pour aller boire des coups, mais je sais ce qu'on peut acheter avec 5 euros. Je sais que je peux manger pendant plusieurs jours avec 5 euros. Donc je sens aussi une pression économique. Donc c'est important, il y a cette facilité du point de vue intellectuel d'un côté, mais de l'autre, je sens qu'il va y avoir un problème qui grossit de plus en plus et qu'il va falloir que j'affronte. Donc pour moi, la voie de sortie, c'est vraiment celle de devenir professeur. Je sens qu'en fait, il suffit de faire 4 ans après le baccalauréat, à l'époque, je pense que c'était comme ça, de passer le CAPES, et bam, ça y est, c'est terminé. Et donc, un souvenir aussi que je me rappelle ici, avec un peu d'émotion, on va dire, c'est un voyage scolaire qui était prévu quand on était en classe de première, il était question d'aller au ski, et vient le moment où le professeur demande est-ce qu'il y a des personnes qui vont avoir du mal à payer cette somme-là, et je suis obligé de lever la main. C'est-à-dire que je sais que si je fais pas ça, tous mes camarades vont pouvoir y aller, sauf moi. Et donc je lève la main, il s'avère que finalement, ce que je comprends, c'est que je vais payer juste une somme modique et que, grosso modo, ça va être moyenné et que ce sont mes camarades qui vont payer ma part, quoi. Et bon, je me suis un peu perdu dans mes pensées ici, mais je peux te dire que je m'en souviens très bien. En tout cas, c'est très important de considérer ce facteur-là. Et donc, je passe le baccalauréat et j'ai l'honneur d'être reçu facilement. Je me souviens même pas d'avoir révisé. Je me souviens que il y avait une affaire de Harry Potter qui avait dû sortir, un livre en anglais qui avait dû être traduit. J'étais vraiment dans un autre monde. C'est-à-dire que d'un point de vue économique, il n'y avait pas ça, mais d'un point de vue culturel non plus. Mes parents, d'un côté, ça a le niveau brevet, de l'autre niveau baccalauréat. Donc, j'étais dans mon petit monde, mais je savais que le baccalauréat, ce serait facile à obtenir et que j'allais pouvoir rentrer en classe préparatoire. Alors, pourquoi classe préparatoire ? Mais j'ai découvert ça grâce à mon prof de physique quand j'étais en terminale, monsieur Ramonaccio, qui m'a dit, écoute, tu as 14 ans, l'université, tu es très libre de tes mouvements, mais peut-être trop libre pour quelqu'un de ton âge. Je te conseille de faire des classes préparatoires et de les envisager comme un lycée. Peut-être que tu iras à l'université plus tard, peut-être que tu iras seulement passer le CAPES et devenir professeur, mais au moins, tu ne seras pas complètement dans la nature, à errer de module en module. Il me disait, les classes préparatoires, c'est comme le lycée, mais en plus dur. Je suis rentré en classe préparatoire avec juste cette idée en tête. Le lycée, mais en plus dur. Donc là, encore une fois, des gros guillemets, mais il s'avère que c'est à peu près l'expérience que j'ai vécue. Mais pour moi, la MPSI, c'est un nouveau théâtre d'une immense déception. Et cette déception, elle est due à une personne, mon professeur de mathématiques en MPSI. Et alors là, c'est très simple à expliquer, ce professeur-là est alcoolique. Et donc, on le voit aviner dès 8 heures du matin. Les gens qui sont au premier rang sentent ces effluves d'alcool qui sortent de lui. Et malheureusement, ça se double pas d'un génie absolu pour la pédagogie ou pour les mathématiques, mais ça se double
de programmes délirants, de notions connues de lui seul, de développement égyptien, de choses qui sont complètement hors programme, et par contre qui est au centre du programme, ce qui devrait être vraiment étudié, l'algèbre linéaire, les applications linéaires, les noyaux, eh ben, on passe complètement à côté. Et donc c'est une atmosphère où je me dis, malgré tout, je suis assez grand pour faire les choses moi-même, 14, 15, 16 ans. Je me rappelle beaucoup de temps passé avec des fameux livres verts, tout en un, mathématiques, physique, et j'écoute du Georges Brassens, j'écoute Francis Cabrel, et puis je fais des petites fiches sur les notions qui me paraissent les plus obscures et que j'apprends à appréhender seul. Le problème, c'est que je perds beaucoup de temps. Je me rends compte que j'y arrive quand même, donc c'est comme si j'étais passé d'une balade en vélo sur du plat, vent de dos. Maintenant, je sens que c'est un petit faux plat montant, que j'ai vent de face désormais. J'y arrive, mais je sens que je perds du temps. Je sens que là, ne pas avoir de guide, ne pas avoir quelqu'un qui me dit voici le chemin, tu peux marcher dans mes pas avec confiance, ça me fait perdre beaucoup d'énergie. Cela dit, j'avance comme ça, et à côté, il y a beaucoup de sport. Donc on peut se dire, oh là là, classe préparatoire, t'as dû beaucoup travailler. Non, c'était une époque pour moi où j'avais beaucoup d'amis, et il y avait beaucoup d'activités extrascolaires. J'avais la danse, j'avais la course à pied, j'avais le cyclisme sur route, j'avais la musculation, j'avais peut-être même un peu de musique à l'époque. Et c'était des journées très riches, très épanouissantes, mais très équilibrées. Les classes préparatoires, je m'en souviens aussi comme un amour pour le français. C'était une matière que j'avais toujours aimée, mais où je me disais, ce qu'on me fait apprendre au lycée, là, ces allitérations, ces figures de style qui me paraissent complètement sorties du chapeau, et j'ai l'impression qu'on fait dire aux auteurs ce qu'ils n'ont absolument pas dit, et puis de la part de professeurs qui ne m'inspiraient pas. Là, je découvre un professeur que j'ai les 2 années, MPSI, MP, et lui qui respire la passion de sa matière. Donc je découvre de la recherche du temps perdu, un livre obscur de Malebranche où il parle d'esprits animaux, un livre de Marx aussi complètement imbuvable, mais quand j'écoute ce professeur-là, j'entends quelque chose qui me donne envie. Et c'est ainsi que se renforce en fait ma conviction que être professeur, c'est pas seulement la matière, c'est pas seulement la pédagogie, c'est pas seulement la didactique. Il y a quelque chose de plus, il y a un enthousiasme qui se transmet et qui me convertit à l'exercice de la contraction, de la dissertation, du commentaire. Et j'y arrive très bien. Je suis dans les 3 premiers en français. En mathématiques, je crois que c'était à peu près le cas aussi. Et puis en physique-chimie, j'étais plutôt dans les 10 premiers. Mais je faisais en sorte de maintenir un niveau qui me permette d'avoir mon équivalence pour rentrer à l'université. Et c'est pour ça que j'ai précisé un tout petit peu le contexte économique, que j'ai précisé mon âge aussi, c'est que je me retrouve finalement à 16 ans. Je sais qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses, que je ne pourrai pas partir, sauf si j'intègre l'école normale supérieure. Mais cela dit, pour moi, l'école normale supérieure, c'est une abstraction. J'ai entendu aussi parler de magistère. Alors pour moi, c'est chouette parce que je suis dans Harry Potter. Donc, ministère de la magie, magistère, je me dis, ah ouais, c'est super chouette, j'aimerais bien partir à Orsay. Mais il n'y a pas d'argent. J'ai 16 ans. Je sens qu'il y a une réticence à ce que je parte seul à 16 ans hors du domicile familial. Donc il n'y a pas, en bref, il n'y a pas d'ambition. Il n'y a pas d'ambition, il n'y a pas de compréhension des enjeux de ce qu'est l'exploitation au maximum d'un potentiel. Et donc là où j'aurais pu travailler plus les matières académiques, eh bien j'en ai profité pour construire une vie équilibrée sur le point de vue de la santé, de l'épanouissement, d'avoir des amis de mon âge. Je prends le temps de m'investir pleinement dans toutes ces activités que je considère aujourd'hui comme une immense richesse. Je me souviens que c'est aussi l'époque où j'étais vraiment passionné de cyclisme sur route. C'est la passion qui est restée à travers les âges. Aujourd'hui, je fais encore beaucoup de cyclisme. Et je me rappelle que j'allais sur Internet chercher à faire des tableaux avec des formules qui pouvaient estimer la puissance que j'avais produite sur telle ou telle côte, parce que naturellement, j'avais pas les moyens de me payer un capteur de puissance. À l'époque, c'était complètement hors de prix. Mais en prenant en compte la résistance au roulement, la qualité du revêtement, le vent, la pente, eh bien, il était possible d'utiliser des formules qui pouvaient faire des estimations. Et voilà, j'étais dans des délires comme ça. Et je me souviens que j'ai passé les concours. Je me souviens de pas plus avoir révisé que pour le baccalauréat. J'étais admissible au CCINP. C'est la seule épreuve que j'ai passée en intégralité. Je crois que j'avais fait un tour à Minepont, mais je n'avais pas passé toutes les épreuves parce que je me disais, mais de toute façon, mais ça rime à quoi cette histoire? Je ne veux pas devenir ingénieur. Ça n'a aucun sens. Et j'ai intégré l'université de Montpellier. Donc, à ce stade de mon parcours, j'ai 16 ans et je rentre en licence 3 dans ma ville natale que je n'ai jamais quittée, que je quitterai seulement plus tard dans 3 ans. Alors là, eh bien, c'est le théâtre d'une énorme désillusion, une fois de plus. Parce que je me dis, en classe préparatoire, tu as passé peut-être
40% de ton temps à faire des mathématiques, 40% de ton temps à faire de la physique, et puis peut-être 20% de ton temps à faire de l'anglais, des sciences de l'ingénieur et du français. Et donc je me dis à l'université, il va falloir que je fasse attention, parce qu'il y a des gens qui ont fait que des mathématiques. Elles se sont centrées là-dessus, elles n'ont pas été embarrassées de formules de chimie, de thermodynamique, de lois de l'optique. C'est des personnes qui n'ont fait que des mathématiques. Donc je vais m'accrocher là. J'arrive, et là, eh bien le niveau, il est affligeant. Alors, je sais pas comment je pourrais décrire ça, parce que pour moi, il y a des responsabilités qui sont partagées. Je me souviens qu'il y avait beaucoup de ferveur qui était mise à organiser des soirées, je sais pas, jeudi soir, vendredi soir, etc. Donc forcément, ça aide pas non plus. Mais du côté de mes camarades de classe, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une part de responsabilité. Mais du côté des professeurs et des enseignements, là, je me rends compte qu'il y a une différence entre quelqu'un qui est professeur, c'est-à-dire qu'il y a le verbe être, quand même, être professeur, et avoir une charge d'enseignement. Les enseignants-chercheurs, ils parlent d'être chargés de quelque chose. Donc tu peux imaginer dans ta tête un sac de pierres, et on enquille les pierres, et effectivement, il y a cette charge à porter. Alors il y a des gens qui la portent avec honneur, le torse bombé, qui donne envie. Je me souviens notamment de Ludovic Mento, quand j'étais en AL3. C'est le professeur qui m'a fait aimer les probabilités, qui m'a enseigné toute la théorie de la mesure, l'intégration de Lebesgue, le théorème de convergence dominée, de Fubini-Tonelli, enfin, il y avait plein de choses. Il ne renonçait pas à la complexité de son programme, mais je sentais qu'il tendait toutes les perches possibles, qu'il était très à l'écoute, qu'il modifiait son poly pour proposer une version alternative d'un théorème peut-être d'une manière un peu plus pratique, il était vraiment investi de sa mission d'enseignement. Mais le problème, c'est que pour une personne comme lui, il y en avait d'autres qui étaient là pour dispenser leurs heures, et puis après c'est terminé. Et là, je parle des cours magistraux, mais je parle aussi des chargés de TD. C'était des complètement lunaires. Je me souviens de petits papis qui arrivaient sans avoir rien préparé, qui essayaient de résoudre les exercices plus ou moins au talent. Ça ne fonctionnait pas. Et donc, ils passaient au tableau, ils disaient « Ah bah oui, là c'est un peu technique, mais bon, l'idée c'est qu'on peut montrer que ci, que ça. » Bien entendu, j'avais l'impression qu'ils se payaient ma fiole. Et la réalité, c'est que c'était bien le cas. Clairement, ils avaient absolument rien à faire, ils étaient là à quelques années de la retraite, et puis bon, c'était terminé. Et donc, il y avait tout ce cortège d'Olibrius. Alors, il y avait des personnes très sérieuses, peut-être 30%, et puis de l'autre côté, des fifres qui n'étaient bons qu'à dégoûter les gens des mathématiques. Et je me disais la même chose que quand j'étais face à mes gros bouquins tout en un en classe préparatoire. Je me dis, peut-être que toi, tu vas pouvoir passer outre, mais je me dis, mais quelle tristesse. Je me dis, quelle tristesse pour tous mes camarades de classe qui, déjà, visiblement, ils sont en lutte sur certains concepts. Je me souviens que j'avais été le seul à pouvoir dire quelle était la formule qui donnait le produit scalaire canonique sur Rn. Si tu ne fais pas de mathématiques, c'est quelque chose de très élémentaire, et surtout en L3. Mais en plus, ils sont vraiment pas aidés par cet éclatement de l'enseignement, parce qu'il y a aussi un autre facteur, c'est que quand on est en classe préparatoire, on a un professeur de mathématiques. Et donc, il est à même de nous amener une vision globale de la chose. Il est à même de proposer des sujets qu'on appelle transversaux. On va calculer, par exemple, la probabilité qu'une matrice soit diagonalisable, mêlant ainsi deux branches différentes des mathématiques. On peut s'amuser à calculer la probabilité que deux éléments d'un groupe fini commutent. On peut essayer de majorer cette probabilité, par exemple. Donc c'est très drôle de mêler les théories comme ça. Mais à l'université, c'est pas du tout le paradigme. À l'université, il y a de la théorie de la mesure par là, il y a de l'analyse fonctionnelle par ici, il y a de l'analyse complexe. Et donc, c'est aux étudiants de faire leur petite popote. Mais le problème, c'est que ces modules, ils sont mal digérés, puisque c'est même pas la même personne qui fait les cours magistraux et les travaux dirigés. Donc, de temps en temps, en fait, on voit des notions de TD avant le cours, l'inverse, c'est la foire à la saucisse. En fait, je pense que je peux résumer ça comme ça. Et donc, pour moi, je te dis, je parle comme je le ressens. Peut-être que d'un œil extérieur, on aurait pu trouver des circonstances atténuantes, mais je te dis comment je l'ai vécu, ça. Donc, je l'ai vécu comme une déception, et j'avance quand même, Master 1, Master 2, de toute façon, rappelle-toi, ma seule ambition, c'est de devenir professeur. Il y a des gens qui m'ont donné l'exemple, et il y a des personnes qui m'ont donné le contre-exemple. Fort heureusement, il y en a des personnes qui me donnent l'exemple. Il y a Louise Nissen, qui est ma professeure de théorie des nombres, avec laquelle je fête d'ailleurs mes 18 ans. Je me souviens qu'une camarade de classe avait fait un gâteau pomme cannelle, je me souviens très bien de ça, parce qu'il était délicieux, et on l'avait dégusté dans une toute petite salle de travaux dirigés. On codait dans un obscur langage qui s'appelle Paris GP, c'était pour faire de la théorie de Galois, et je ne me souviens plus exactement ce qu'on faisait, mais le gâteau, je m'en souviens très bien. Et c'est une femme qui m'a guidé dans mon parcours d'études et qui m'a conseillé de passer l'agrégation plutôt que le CAPES, et c'est aussi cette femme qui m'a poussé à faire une thèse et de ne pas me contenter seulement de l'agrégation, qui m'a poussé à explorer plus loin, parce que moi je voyais les considérations économiques, et je me disais, il me faut gagner de l'argent, et là je vois la porte de sortie. Elle me dit, tu peux peut-être être un peu plus patient, et je l'ai été finalement. J'ai aussi rencontré Étienne Mann, qui a été un très bon professeur pour moi, quelqu'un qui a
porté haut les couleurs de ce métier pour moi qui est celui de professeur. Et j'ai aussi rencontré Stéphane Bazeillac, avec lequel j'ai fait mon mémoire de Master 2, et qui m'a poussé vraiment dans mes retranchements, qui m'a poussé à aller voir plus loin. C'est là où j'ai entendu parler de groupes d'homotopie, du théorème de Van Kampen, de familles à un paramètre de difféomorphisme, de déformation continue, de plein de choses qui me semblaient fascinantes, et c'est dans cette direction que j'ai fait ensuite une thèse. Mais il y a un épisode intermédiaire, et c'est celui de l'agrégation externe. À ce moment-là, j'entends qu'il est question d'une réforme et que désormais, il faut avoir validé un master pour prétendre à l'agrégation. Donc c'est peut-être mon année de M2 où j'entends ça. Je me souviens qu'un camarade de classe avait cherché à profiter de la dernière année où il était possible de valider l'agrégation sans avoir de master, mais pour moi, il faut le master. Et donc il faut faire une année complète de préparation à l'agrégation. Et là, je me dis, je peux la faire, cette année de préparation à l'agrégation, à Montpellier. Sauf que mon meilleur ami de l'époque, avec qui j'ai passé tout mon master et avec qui on s'est tiré vers le haut, eh bien, il va partir à Lyon avec sa copine qui va préparer, elle, l'agrégation de biologie. Et là, je me dis, mais c'est pas possible. Ils sont 4 ou 5 dans la préparation à l'agrégation de Montpellier. Les résultats sont absolument pas mirobolants. Et moi, je me retrouve encore coincé, victime des considérations économiques qui sont les miennes, c'est-à-dire de ne pas pouvoir partir, de ne pas avoir les moyens de le faire. Et là, je vais chez cet ami-là, on était pour se détendre, pour jouer aux jeux vidéo, pour décompresser pendant les vacances d'été, et j'apprends l'existence des APL, les allocations pour le logement. Et là, je me dis, attends, ça peut le faire, parce que tu es dans les meilleurs éléments de ton université, donc tu vas avoir la bourse au mérite, naturellement, tu as la bourse sur critères sociaux, et tu as aussi les APL. Et sans les APL, c'était impossible, j'aurais eu à peine de quoi payer le loyer. Mais avec les APL, j'ai de quoi vivre dans un 19 mètres carrés à Villeurbanne, et il me reste 100 € par mois pour manger. Et t'imagines bien que je suis pas habitué à manger de la langouste ou du homard, et que c'est plus cassé. Il y a les boîtes de cassoulet William Saurin, il y a ces briques de soupe Knorr aux champignons et aux cèpes, même s'il y en a moins d'1%. Il y a ces nouilles chinoises avec ces sachets de chimie qui permettent d'assaisonner et de se croire au restaurant. Et donc il y a toute cette ambiance qui fait que je vais à Lyon et je suis inscrit à la préparation à l'agrégation dans l'université Claude Bernard. Et là, tu le vois, tu l'entends probablement, je suis tout sourire parce que c'est une des meilleures années d'études de ma vie. C'est la première année où je me dis, je vais faire des études qui sont vraiment dans l'optique de ce que je veux faire, de devenir professeur. On ne me demande pas d'essayer de faire des mathématiques de très haute volée pour lesquelles je n'ai jamais eu un intérêt mirobolant, mais on me demande de solidifier considérablement toutes les bases, c'est-à-dire licence 1, licence 2, licence 3, et de prendre le temps de tout combler, d'être capable de répondre à n'importe quelle question, d'affronter un jury, de soutenir que je construis une leçon parce que ce concept précepte celui-ci, d'intégrer tel exemple, c'est quelque chose qui me stimule énormément et qui correspond vraiment à ce que j'ai envie de faire depuis le début. Et donc là, j'ai aussi une opportunité, c'est que on est assez libre, il n'y a personne qui compte les absences, la présence, etc. Et donc si j'assiste aux cours au tout début de l'année, préparation à l'agrégation, je délaisse petit à petit les cours et je vais étudier avec mon ami Mathieu. On va étudier à l'université, on va étudier à la bibliothèque plus précisément, et on est entouré de ces livres fabuleux, d'une connexion Internet incroyable, de petites salles dans lesquelles on peut s'enfermer pour discuter tranquillement, à voix basse, et pour finalement combler tout ce qu'on n'a pas pu voir, tout ce que j'ai pas pu voir en première année en MPSI parce que j'avais un professeur aviné, tout ce que j'ai pas pu voir en licence 3, master 1 parce que le niveau n'était tout simplement pas là, j'ai pu prendre le temps de faire le bilan et de progresser énormément. Et ça se traduit d'ailleurs par un souvenir qui est assez vif, c'est que j'ai minoré le tout premier DS dans la préparation à l'agrégation, mais justement ça m'a stimulé d'une manière incroyable parce que j'ai toujours aimé la compétition, j'adore l'adversité, et c'est dans les circonstances de stress et de pression que j'ai toujours sorti mes toutes meilleures performances. Et j'en profite d'ailleurs pour dire que ce trait de personnalité, je ne l'avais pas tellement identifié à l'époque, mais ça va avoir beaucoup d'importance pour ce qui se passera 10 ans plus tard. Et donc, je reprends mon récit, je passe l'une des années les plus épanouissantes de ma vie. Je sens que je suis maître de mon emploi du temps complètement, je peux commencer à travailler très tôt dans ma chambre, c'est une habitude qui ne me quittera pas, de commencer à travailler à 6h30, à 7h. Ensuite, je vais à la bibliothèque, je travaille sur le début d'après-midi, et puis après, le soir, c'est détente. Et je me récompense en regardant des vidéos, j'apprends aussi beaucoup l'anglais parce que je me dis, écoute, on t'a pas appris grand-chose finalement, à chaque fois on reprend à My name is et How old are you? Donc je commence à regarder beaucoup de contenu, j'écoute Friends en anglais, sous-titré anglais, il y a beaucoup de
de choses avec lesquelles j'essaie de me construire. Il y a les énormes parties de foot du vendredi après-midi sur les terrains du campus de l'Adois. Et ça se passe tellement bien que je finis par obtenir cette agrégation à la 38e place. Donc c'est l'année de mes 20 ans. Je me souviens d'ailleurs d'avoir fêté les 20 ans avec les camarades de promo. J'ai jamais fêté tellement les anniversaires. T'imagines bien que de 35 mètres carrés et sans argent, c'est très compliqué de faire les choses en grande pompe. Mais je me souviens voilà, de ce petit anniversaire en petit comité et de cette joie immense au moment où je faisais l'état des lieux de sortie de mon appartement, d'actualiser sur la page internet des résultats de l'agrégation pour voir mon nom. Je me souviens d'avoir défilé la page. Je me suis dit, oh là là, je vais me voir vers 100e place, 150. Déjà, j'espérais me voir dedans. Et je me découvre 38e. Là, je me dis, mais c'est fantastique, quoi. Alors, l'histoire aurait pu s'arrêter là, mais après l'agrégation, je n'ai pas intégré un poste de professeur. Et la raison, c'est cette chère professeure, Louise Nissen, qui m'avait dit que je regretterais peut-être de ne pas avoir goûté au monde de la recherche, que aujourd'hui j'ai vu un peu des mathématiques de haut niveau, mais que même pour mon ambition d'être professeur, de voir ce qui se faisait à plus haut niveau, c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser. Et c'est vrai que quand on me prend par les sentiments, et notamment par ma vocation, et qu'on me dit c'est quelque chose qui pourra enrichir ton expérience, eh bien c'est quelque chose qui est à même de me convaincre. Et je me suis laissé convaincre, j'ai réalisé une thèse, et je suis parti à Dijon maintenant, à l'université de Bourgogne. Et c'est une décision qui est très lourde de conséquences, et j'en parlerai, quand je dis lourde, c'est pour le meilleur, bien entendu, mais c'est aussi l'affranchissement, puisque désormais, j'ai un salaire, je gagne 1600 euros par mois, et pour moi, je suis riche comme Crésus. Je me dis, je paye un loyer à 600 euros, mais il me reste 1000 euros. Je me suis dit, c'est incroyable, c'est incroyable. Moi qui ai vécu toujours d'une manière extrêmement économe, avec très peu de loisirs, j'ai tout cet argent, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire de toute cette oseille? Non, c'était juste pour la blague. Et donc, je découvre un directeur de thèse qui est absolument formidable et que je ne remercierai jamais assez de m'avoir accompagné pendant 4 ans. J'ai mis 4 ans à soutenir ma thèse, sous la direction de Louise Paris, et j'en ai profité pour multiplier un maximum les expériences d'enseignement. J'ai donné des cols au lycée Carnot, dans les classes préparatoires, donc en classe préparatoire MPSI, dans les classes préparatoires ECS, qui sont maintenant les classes préparatoires ECG. J'ai eu l'opportunité d'exercer ce qu'on appelle le monitorat pendant ma thèse, donc j'étais chargé de TD à l'université. J'ai pu enseigner à des L2 maths informatique, j'ai pu enseigner à des L3 mathématiques, à des L2 physique-chimie, et donc il y avait de l'analyse complexe d'un côté, du dénombrement de l'autre, de l'informatique, et c'était incroyable, puisque là, je peux le dire maintenant que j'ai dit les choses telles qu'elles sont, je me retrouve à 20 ans à enseigner à des personnes qui ont 19 ou 20 ans, donc là, il faut essayer de jouer à l'apparence. Donc là, j'avais à l'époque les cheveux très longs, je portais une natte, ce qui me fait ressembler avec mon nez fameux à Zlatan Ibrahimovic, qui est une star à l'époque. J'essaie de porter la chemise, la chaussure en cuir, enfin en simili-cuir bien entendu. Et ça se passe très bien, je sens que je suis vraiment à ma place, je sens que j'arrive à transmettre beaucoup. Et surtout, il y a un retour des étudiants qui est extrêmement chaleureux. Il y a des étudiants de licence 2, licence 3 qui viennent me voir pour me dire « Vous êtes, de loin, le meilleur chargé de TD qu'on ait eu. » Et je me dis « Mais c'est fantastique parce que je les ai pas épargnés, ces étudiants. Moi, je me souviens qu'on m'avait laissé la responsabilité d'un module qui était mi-cours, mi-TD, et je leur donnais à l'université ce que j'aurais voulu qu'on donne à mes camarades de classe quand j'étais à l'université de Montpellier. Et je me disais, je sais à peu près ce qui leur manque. Ils savent pas très bien rédiger, ils savent pas très bien raisonner. Ils ont vu un enseignant parcellaire, et j'essayais de tout rassembler et d'essayer de leur donner un petit goût de classe préparatoire, de quelque chose, d'une vision globale des mathématiques pour qu'ils puissent l'apporter. Donc j'étais très, très exigeant. Je me souviens même que quand je donnais des cols en classe préparatoire, je veux dire, je mettais des 4, je mettais des 5. Je raconterai un tout petit peu ces épisodes-là, mais je me souviens que j'étais très exigeant, mais que j'essayais vraiment de donner ces mains tendues, j'essayais vraiment de faire en sorte que les gens puissent se dire, oui, c'est aussi pour moi. J'ai pas été en classe préparatoire, mais j'ai aussi droit à avoir des enseignements de qualité. Je refuse de me contenter, ou en tout cas de trouver normal, que un professeur de travaux dirigés ne soit même pas au courant de ce qui a été fait en cours magistral. Et donc c'est les étudiants de ce module-là qui viennent me voir pour me dire, on en redemande. Et donc je suis stupéfié, gratifié aussi d'un autre côté, et je sens encore une fois que, au-delà de la recherche, qui est quelque chose qui m'a intéressé, mais comme une curiosité, c'est vraiment dans le domaine de l'enseignement que je souhaite vivre, c'est ça qui me fait vibrer, et je sens aussi que c'est là où je suis bon, parce qu'il y a toujours une affaire de cercle vertueux là-dedans. Je vais digresser un tout petit peu, mais
On parlait avec un ami l'autre jour de ces sportifs qui deviennent sportifs de haut niveau, et on se demande comment font-ils pour devenir sportifs de haut niveau. Y a-t-il quelque chose dans leur abnégation, dans leur discipline, etc. Mais en général, c'est plus compliqué que ça. Il y a le fait d'être doué, de voir qu'on est récompensé pour le fait qu'on est doué, puis après de travailler pour exploiter son potentiel maximum pour que le talent ne soit pas gâché. Et c'est cette sensation que j'ai depuis le début. Je vois que j'y arrive en mathématiques, je peux faire des mathématiques, mais c'est pas ce qui m'intéresse profondément, et c'est même pas là où la véritable facilité se trouve. La véritable facilité, c'est ce sur quoi j'ai toujours travaillé, c'est essayer de trouver les mots pour communiquer ce que sont pour moi les mathématiques, et de transmettre, de permettre de se frayer un chemin dans l'abstraction, pour que quelqu'un qui me regarde avec des yeux éberlués, d'un seul coup se dise « Mais ça y est, je pense que je peux trouver un chemin vers la compréhension ». Et en fait, c'est exactement ce que je vis quand on me demande de faire de la recherche. Il faut que j'aille chercher dans des livres. Alors, je regarde dans les livres pour essayer de trouver l'information qui me permettra de faire avancer mon théorème. Sauf que je tombe amoureux du livre lui-même et j'ai l'envie au fond de moi de le parcourir en intégralité, j'ai envie de le découper, de le transmettre à des camarades de classe, de leur expliquer. Et donc je m'épanouis, mais je ne m'épanouis pas dans la recherche elle-même. Je m'épanouis quand il s'agit de faire des séminaires, de participer à des conférences, quand il faut expliquer ce que je fais, même à mes étudiants, de donner goût. Je sens que c'est ça qui me fait vibrer, et c'est pour ça aussi que ma thèse, sûrement, a duré 4 ans plutôt que 3. Et je viens de m'apercevoir que j'avais dit il y a quelques instants que j'allais parler des cols et des notations que je mettais assez basses à l'époque, mais je pense que je vais laisser ça pour un autre podcast complètement, parce que sinon, on n'est pas sorti de l'auberge. Et donc, ma thèse se passe entre mes 20 et mes 24 ans, et il est temps pour moi, à l'issue de cette thèse, d'intégrer l'éducation nationale. Alors, j'ai la chance, à ce moment-là, d'être directement affecté à un poste en classe préparatoire. Et plus exceptionnel encore qu'un poste en classe préparatoire, en 2e année de classe préparatoire. Et la raison, c'est que la professeure, qui est en 1re année, elle vient d'intégrer son poste. Et en fait, elle vient de terminer cette année extrêmement pénible, qui est la 1re année, d'élaborer son programme, d'élaborer ses cours, d'élaborer ses travaux dirigés, ses devoirs surveillés. Elle n'a pas encore envie de tout reprendre à zéro pour passer en 2e année. Et donc, j'ai directement ce poste en 2e année. Pour moi, c'est formidable, mais il y a des péripéties que je n'ai pas racontées pendant ma thèse et que je vais raconter à présent. Alors que j'étais en 2e année de thèse, à la fin de cette 2e année, j'avais alors 22 ans, j'ai eu la joie d'assister à la naissance de mon premier fils. Alors je vais l'appeler Melchior ici pour protéger un peu son anonymat, mais c'est assurément une expérience qui vient pimenter cette thèse-là. J'ai toujours voulu fonder une famille et l'opportunité s'est présentée avec une compagne avec laquelle je me suis toujours entendu à merveille, avec laquelle je suis encore et qui m'a donné plus tard un 2e fils. Et voilà, c'est venu pimenter cette chose-là et compliquer un peu la tâche. Il y avait la recherche d'un côté, l'enseignement de l'autre et bientôt, d'un 3e côté, des couches à changer, des nuits qui sont un peu fragmentées et qui viennent, disons, perturber un certain déroulement ordinaire des choses. Mais tu t'en es peut-être aperçu au fil de ce récit, les choses ordinaires, je les ai un peu laissées de côté, je me suis peut-être même assis dessus depuis bien longtemps, et c'est comme ça que cette aventure a continué. Et donc, je me retrouve à l'Institution des Chartreux, à Lyon, et il y a pas mal de choses qui se jouent en parallèle. Pour commencer, je n'ai pas soutenu ma thèse. Il est prévu que ma thèse, je la soutienne lors des vacances de la Toussaint. Donc, ma thèse, elle est déjà faite, sur papier, elle est écrite, tout ça, c'est tout beau. Mais il faut faire cette prestation à l'oral qui s'appelle soutenance. En parallèle, ma compagne est enceinte de notre 2e fils, que j'appellerai Balthazar, là aussi pour des questions d'anonymat. Et surtout, je me retrouve à devoir préparer mes cours, je dois préparer mes travaux dirigés en 2e année, et mon prédécesseur ne m'a rien laissé. Donc normalement, quand on est professeur, le professeur de l'année du dessus, enfin le prédécesseur, va donner ses travaux dirigés, ses cours, de manière à ce qu'on puisse prendre la succession et améliorer le tout. De mon côté, je lui envoie un mail début juillet, il me répond fin août, avec un contenu absolument affligeant. Ce contenu, c'est juste des polis en noir et blanc, il y a des fautes de français dans tous les sens, je sens que les choses sont mal expliquées, je me dis mais c'est nul. Et donc il y a tout ça. Il faut que je gère un enfant en bas âge, une compagne qui commence à être enceinte jusqu'au cou, ma soutenance de thèse et en plus la préparation de cours en 2e année. Mais figure-toi, tout cela se passe très bien. J'ai dû faire une petite nuit blanche pour ma soutenance de thèse parce que j'avais pas compris exactement ce qui était attendu de moi
Et quand je suis allé voir mon directeur de thèse quelques jours avant, il m'a dit qu'il fallait quasiment tout refaire, donc ça m'a bien coûté, mais je soutiens, les gens sont très contents de la soutenance que j'ai produite, et je peux me consacrer enfin à mon exercice de professeur en classe préparatoire. Je précise qu'il y a quand même une petite péripétie, c'est la naissance de ce deuxième fils en décembre de l'année de ma première année d'exercice, mais les choses se déroulent très bien et je vis cette expérience pleinement. Donc c'est une expérience avec des hauts et des bas. Il y a des promotions avec lesquelles j'ai plus ou moins de facilité à communiquer que d'autres. Je réalise que dans l'enseignement des mathématiques, au-delà de la pédagogie, de la didactique, il y a beaucoup de choses qui sont infraverbales, une question de confiance, une question de dynamique de groupe aussi, avec des constitutions de classe qui peuvent être très différentes, notamment que quand la tête de classe est assez effrayée et travaille beaucoup, eh bien ça tire un peu tout le monde vers le haut, et notamment les branleurs à potentiel. Alors que quand c'est l'inverse, quand c'est les branleurs à potentiel qui prennent le pouvoir, eh bien les travailleurs se découragent et tout le monde est tiré vers le bas. Et en ce qui concerne la constitution des classes, eh bien, ça a été un peu des montagnes russes. J'ai eu en fait une alternance entre ces deux profils de classe, et j'ai compris ici qu'il allait falloir déployer d'autres compétences pour maximiser la transmission de connaissances mathématiques et pour aller jusqu'à leur compréhension. Déjà donner envie aux gens de se surpasser, de ne pas se contenter de ce qu'ils ont, etc. Et ça m'a demandé beaucoup de travail. Et en parallèle de ça, si tu veux, comme si ça ne suffisait pas, j'ai lancé ma chaîne YouTube, All Jeunes, les maths en finesse. Donc peut-être que c'est ici que tu raccroches les wagons, mais je me disais, je m'aperçois, et notamment lorsque je suis devenu professeur principal de cette deuxième année de classe préparatoire HEC, je me disais, j'ai pas le temps de faire tous les rappels. Je ne peux pas, en deuxième année, passer mon temps à combler d'éventuelles lacunes qu'il y a en première année. Et notamment d'ailleurs pour certaines personnes et pas forcément pour d'autres. Mais c'est là où la vocation de professeur est vraiment primordiale. Là où on se dit, je vais te laisser dans la sauce, débrouille-toi tout seul mon coco, c'est pas de mon ressort, je me suis dit, écoute, je pense que je peux prendre une tablette graphique, essayer de fournir des explications par la voix, les agrémenter de petits dessins maladroits avec mon écriture fragile, parce que ça glisse énormément sur une tablette graphique, de manière à immortaliser ces explications, de manière à ce que quelqu'un qui ait besoin de cette explication puisse la trouver quand il veut. Et il y avait aussi beaucoup de conseils de méthodologie, parce que là aussi je me rendais compte que tout ce que j'avais pu mettre en place pour mes propres études, et notamment dans des épisodes où j'ai dû travailler seul, notamment en MPSI, même de temps en temps en licence, en master, je me souviens d'un module d'analyse complexe où j'avais pas du tout assisté au cours, j'avais pris éléments d'analyse complexe de François Pabion, et je l'avais étudié tout seul, et donc il a bien fallu que je trouve des méthodes. Je me suis dit, mais comment je peux faire pour assimiler cette matière-là? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je peux l'apprendre, mais ça sert à rien. Ce qui compte vraiment, c'est de comprendre qu'est-ce que je peux faire. Mais toutes ces choses-là, c'était des choses dont mes élèves ne disposaient pas forcément. Et donc, c'est dans ces circonstances qu'a commencé cette activité sur YouTube. C'est comme ça que j'ai fait mes premiers balbutiements, et c'est comme ça que tu me retrouves aujourd'hui en train de te raconter mon histoire. Et je précise juste ici, petit intermède, que j'ai mis mes écouteurs parce que j'entends des bruits de travaux dans le voisinage. Je pense être en mesure de traiter le son de manière à ce que tu ne les entendes pas, mais j'espère vraiment pouvoir terminer cette histoire dans l'état d'esprit dans lequel je suis, plutôt que d'attendre quelques heures et de perdre toute l'énergie avec laquelle je te raconte tout ça. Alors tu peux te dire ici, l'histoire est terminée, c'est la belle histoire, parce que finalement, on part de conditions économiques qui sont pas bonnes, je pars d'un niveau d'éducation de mes parents qui est pas très bon non plus, j'ai aucune culture de ce qui se passe dans le monde académique, et j'arrive à tailler mon chemin comme ça jusqu'au poste dont j'ai rêvé, un poste en deuxième année de classe préparatoire. Moi qui aime tant la compétition, les concours, je peux essayer de faire avancer mes élèves dans une atmosphère que je veux la plus bienveillante possible, la plus encourageante possible. J'essaye de faire en sorte que ces personnes-là puissent accéder à leurs rêves. Et je me dis, mais c'est fantastique. C'est ce que je me dis. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais au bout d'un moment, je sens qu'il y a quelque chose qui commence à clocher. Je sens que si ce poste-là a été pour moi un rêve, il devient finalement quelque chose qui commence à devenir une certaine routine. J'enseigne toujours le même programme, de manière différente, certes, je peux changer des exercices par-ci, etc., mais je tourne quand même toujours un peu autour des mêmes notions. Et surtout, il y a plusieurs interférences qui viennent dans l'exercice de mon métier. Le fait, par exemple, que Melchior et Balthazar, j'ai choisi de les élever avec ma compagne en dehors de la ville, et donc qu'il y a des transports qui doivent être faits, et que j'ai l'impression de perdre beaucoup de temps là-dedans. Et il y a des grèves, par exemple, des grèves SNCF, qui m'incommodent énormément et qui font que je suis obligé vraiment de venir en vélo, c'est très compliqué. Il y a les événements de mars 2020 aussi, bien sûr, des événements politiques, des décisions politiques qui ont été prises et qui m'ont fait prendre conscience que du jour au lendemain, beaucoup de choses pouvaient changer.
j'en garde quand même quelques souvenirs amusants, puisque c'est l'époque où je faisais des cours sur Twitch. Donc du coup, je pouvais proposer du streaming à mes élèves, des génériques de début, des génériques de fin, avec des musiques orientales, c'est absolument incroyable. Et j'ai proposé aussi de faire pour eux un troisième concours blanc, parce que je me disais, mais il faut quand même qu'ils s'entraînent, puisque tout va être joué sur l'écrit et pas sur l'oral. Mais je sentais un décalage, et notamment un décalage par rapport à certains collègues qui n'étaient pas du tout investis de la même mission. Et je me dis, mais comment c'est possible, en fait, de préparer des élèves à un concours, et puis en parallèle, bien de ne pas leur donner le meilleur? Comment je peux avoir des collègues qui me disent, tu sais, ça fait 20 ans que j'enseigne les probabilités, je n'y ai jamais rien compris, et c'est la raison pour laquelle je donne toujours les mêmes exercices de travaux dirigés, parce que comme ça, j'ai un modèle que je leur permets de reproduire, et j'essaie de passer le moins de temps possible sur cette partie du programme que je maîtrise le moins. Alors, c'est lié à une question à laquelle je répondrai dans l'épisode suivant, c'est pourquoi devient-on professeur? Mais j'ai aussi compris comment ce genre de choses pouvait advenir, et c'est quelque chose qui est bâti dans les règles du jeu elles-mêmes. Dès lors que le salaire est indexé sur l'ancienneté, et pas sur une considération d'engagement ou de performance ou de retour des élèves, eh bien, la manière d'optimiser son jeu, c'est d'en faire le moins possible pour durer le plus possible et de toucher un salaire avec le moins d'efforts possible. C'est de la pure logique et je ne pose aucun jugement là-dessus. Il y a beaucoup de circonstances dans la vie qui font qu'on devient professeur, pas forcément par vocation, mais il faut être conscient des règles. Il faut être conscient qu'aux échecs, le fait que le roi soit la pièce la plus importante va induire certains mouvements et qu'on ne peut pas faire n'importe quel mouvement en se disant « Ah, ce serait beau de faire avancer tous mes pions et de faire que chaque pion devienne une dame. » Oui, mais en fait non, parce que c'est pas comme ça que ça marche, et que c'est pas parce qu'on a un idéal que les règles du jeu favorisent le jeu en direction de cet idéal. Et donc, je commence à sentir, au bout de la 5e, même ma toute dernière année, l'année de mes 30 ans, je commence à sentir qu'il y a quelque chose d'enfermant dans la position que j'occupe. Et j'ai mis du temps à comprendre, j'ai mis du temps à mettre le doigt dessus. Et je l'ai compris par mes enfants, par Melchior et Balthazar. Je leur ai dit, comment pourrais-tu les regarder dans les yeux et leur dire « Désolé, mais j'ai pas le temps de jouer avec vous », tout en sachant que tous les efforts supplémentaires que je peux faire pour faire un super polycopier, pour faire des vidéos sur Internet, n'est récompensé par rien. N'est récompensé par rien d'autre que la gratification que j'ai de voir dans le regard de mes élèves que je fais des efforts. Et je parle de gratification, mais la plupart du temps, les élèves ne se rendent pas compte. Finalement, ils n'ont pas choisi de m'avoir comme professeur. Ils assistent à mes cours, et donc, pour eux, ce que je fais, c'est normal. Et d'ailleurs, je suis payé pour. Et donc, dans cette atmosphère-là, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et je le sens aussi vis-à-vis de ma santé. Je sens que je tombe malade, que j'ai des angines, comme si, par la gorge, s'exprimait quelque chose que je ne pouvais pas dire, quelque chose qui restait coincé à cet endroit-là, des amygdales qui gonflent 3 fois par an. Je me dis, mais c'est pas normal cette chose-là, il y a quelque chose à faire. Et c'est comme ça que je me retrouve à parler avec ma compagne, peut-être à la veille de mes 30 ans, et que je lui explique le plus sérieusement du monde que je veux me raser le crâne. Là, elle me regarde, évidemment, elle laisse passer quelques secondes, parce qu'elle sait très bien que c'est quelque chose que je ne pense pas, et la conversation se déroule, et puis j'arrive à lui dire que ça paraît invraisemblable, ça paraît surréaliste, mais je pense que je vais quitter mon poste de professeur en classe préparatoire au Chartreux. Et j'arrive à dérouler un peu, je lui raconte un peu mon parcours, je lui raconte tout ça, tout ce que je viens de te raconter aujourd'hui, et j'en arrive à la conclusion que, avec la chaîne YouTube que j'ai l'opportunité de ne pas me contenter d'enseigner à 35 personnes dont les parents ont pu offrir une scolarité dans un établissement privé, l'institution des Chartreux. Et je me dis, mais tu peux faire beaucoup mieux que ça, mon ami. Je me souviens de toutes ces personnes à l'université qui auraient bien voulu disposer du niveau d'exigence des classes préparatoires, mais qui n'ont pas eu droit à ça. Et je me suis souvenu de toutes les personnes sur mon parcours, de tous les étudiants, de toutes les personnes qui ne pourront jamais atteindre ce niveau des classes préparatoires, qui ne pourront jamais savoir ce dont je parle. Et je me dis, ça paraît complètement fou, mais tu sais, mon parcours est déjà relativement fou quand j'y pense. Alors je me dis, une dose de folie de plus, de faire quelque chose là où personne ne t'attend, finalement je me dis, ça sera dans la continuité de tout le reste, et puis c'est marre. Et c'est comme ça que je me retrouve finalement aujourd'hui à attaquer ma 3e année d'auto-entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai développé une activité autour de ma chaîne YouTube qui est là où mon audience me découvre, c'est là où les gens comprennent ce que je fais, ils voient que je donne des cours particuliers, que j'ai conçu des formations pour offrir justement à la personne que j'étais quand j'avais 14 ans les moyens de m'épanouir dans mes classes préparatoires. J'essaie de faire ce travail de guide que je n'ai pas eu dans mes propres études. Et il y a quelque chose que je sens aussi au fond de moi, quelque chose de l'ordre du réalignement. Là où j'ai senti que je commençais à dévier d'un certain chemin optimal, eh bien, la santé a été retrouvée d'un seul coup.
Les meilleures performances que j'ai pu faire, les meilleures barres que j'ai pu faire en musculation, je les ai faites à partir de ce moment-là. Les meilleures performances en cyclisme aussi. Le sourire est revenu, l'enthousiasme aussi. D'un seul coup, j'ai vu que, plutôt que de peiner à me lever à 7h15 du matin avec un réveil, je me levais avec enthousiasme à 6h30 et que je pouvais commencer mes journées aussi tôt que je le voulais, que je pouvais travailler de 6h à 14h, que j'avais beaucoup plus de temps pour mes enfants, que je pouvais assister à leur petit déjeuner, leur dire au revoir avant qu'ils partent de l'école, aller les chercher à midi, partager avec eux les repas. Et c'est là que s'achève mon histoire, parce que c'est là que tu me trouves en réalité. Au moment où je parle, aujourd'hui, tu me retrouves à l'issue de tout ce parcours-là, tout ce chemin parcouru. J'ai été étudiant, j'ai été professeur, et aujourd'hui j'enseigne les mathématiques, pas en étant professeur, parce que j'ai souvent confondu les deux notions, mais je les enseigne d'une manière beaucoup plus large, et je te le dis, d'une manière qui ne m'a jamais autant épanoui que ce que je fais aujourd'hui. Alors je vais terminer ce podcast parce que je sens que ma voix a augmenté de quelques demi-tons, là je l'entends que ma voix est plus aiguë, je sens que j'ai mal à la gorge aussi, je sens que je peine de plus en plus à trouver mes mots, je suis assez fatigué, mais j'avais promis de répondre à la question pourquoi je n'ai pas parlé de ce parcours plus tôt. Et je vais te dire que il y a plusieurs sentiments qui se mélangent, mais le premier c'est celui d'être mis dans une case qui n'a jamais correspondu à la personne que j'étais réellement. Si je t'avais dit d'emblée que j'ai eu le bac à 14 ans et l'agrégation à 20 ans, et que j'avais eu ma thèse ensuite à 24, peut-être déjà que tu m'aurais accordé une autorité que je ne pense pas mériter. Ce qui fait la valeur de ce que je présente aujourd'hui sur Internet, c'est ce que c'est. C'est le contenu que je présente, ce sont les vidéos que j'ai faites. Et de se dire, c'est quelqu'un qui a été brillant dans ses études, et donc il doit proposer un contenu brillant en tant que professeur, c'est une idée que je vais combattre dans ce podcast. J'en parlerai dès le prochain podcast, où je parlerai de pourquoi on devient professeur, mais je ne souhaite pas que tu m'accordes cette légitimité sur la base de mon parcours seul. Je souhaite que tu puisses voir par tes propres yeux les explications que je propose, que tu puisses les entendre, que tu puisses lire les commentaires que les gens font à propos de mon travail, et ça me paraît beaucoup plus légitime. Ça, c'était la première raison. La deuxième, c'est que je me suis dit, si je te raconte mon histoire, que je te raconte mon parcours d'une manière trop superficielle, je donne l'occasion aux gens de penser des choses qui ne me correspondent pas. Peut-être que tu vas te dire que je suis le fils d'un polytechnicien et d'une normalienne. Peut-être que tu vas te dire que je passe mon temps à travailler les mathématiques et que je ne fais rien à côté. Tu vas peut-être te dire que je suis absorbé par des livres de mathématiques le soir quand je m'endors. Mais je pense que tu as pu l'entendre par tout ce que je t'ai raconté, on est à l'opposé de tous ces clichés. Et malheureusement, quand tu as un parcours relativement exceptionnel, et je pense qu'on peut qualifier mon parcours d'exceptionnel, c'est-à-dire qui sort de l'ordinaire, eh bien, on est très vite rangé dans des cases, et la plupart du temps, c'est le mot génie qui est ressorti quand j'étais étudiant. Et encore une fois, je ne pense pas vraiment mériter ce qualificatif, et je ne souhaite pas non plus qu'on m'étiquette pour juste un exploit qui aujourd'hui est passé. Et je reviens donc sur cette affaire de prendre mon travail pour ce qu'il est, et non pas seulement pour le parcours étudiant de la personne qui a été capable de le produire. Et malgré tout, la troisième raison, et j'en viens ici à une vidéo de l'excellent Fulloscopy, qui expliquait que certains comportements vont induire des comportements quasiment obligatoires, et il citait pour ça l'exemple du stade de football, où si quelqu'un se lève au premier rang, eh bien, celui qui est au deuxième rang n'a pas le choix. Soit cette deuxième personne reste assise, mais ne peut pas voir le match, soit elle est obligée de se lever, ce qui fait que celle de derrière est aussi obligée de se lever, etc. Aujourd'hui sur YouTube, et partout ailleurs, je suis confronté à une abondance d'informations. Ça pullule, il y en a dans tous les sens, des gens qui se prennent pour ci, qui se prennent pour ça. C'est très compliqué de s'y retrouver. Et même moi, je me retrouve, de temps en temps, un peu perdu. Quand je cherche des informations qui ne sont pas liées aux mathématiques, eh bien c'est difficile de comprendre qui parle, qui donne l'information. Comment je vais chercher, moi, des informations sur l'optimisation de la performance physique, sportive, au niveau de la santé? Qui je vais devoir écouter? C'est beaucoup de bruit. Et puis surtout, aujourd'hui, on est quand même dans un système où il y a la bien-pensance d'un côté, et puis de l'autre côté, les méchants, les gens qui ne pensent pas comme il faut. Et on ne sait pas qui est payé par qui, on ne sait pas qui est soutenu par qui, on ne sait pas s'il y a eu des commandes, des choses, et donc c'est très difficile de s'y retrouver. C'est la raison pour laquelle je me suis dit, écoute, au bout d'un moment, raconte qui tu es, essaye de dire la vérité, et puis après les gens feront ce qu'ils voudront. Et donc, je reviens au tout début du podcast. Si je te raconte tout ça, et si je vais produire plusieurs épisodes où je vais te
exprimer certaines opinions, je vais exprimer certaines idées, les défendre, les combattre, proposer des idées divergentes, etc. C'est pas pour que tu me rejoignes, c'est juste pour essayer déjà de combattre ce monde polarisé, où on est soit pour, soit contre, c'est quelque chose qui m'insupporte au plus haut point. J'essaye aussi de redonner ces lettres de noblesse aux mathématiques, parce qu'aujourd'hui, il y a des professeurs qui prétendent enseigner les mathématiques, mais qui n'enseignent pas du tout. Ils enseignent une pâle copie des mathématiques, qui dégoûtent les élèves avec, d'ailleurs, avec de la reproduction de modèles. Et vas-y que je te donne un modèle à apprendre par cœur par-ci, et puis après, je te fais croire que là, il y a une méthode universelle par-là. C'est pas ça, les mathématiques, c'est l'esprit critique, c'est l'hypothèse, c'est la joie de découvrir qu'on peut trouver un chemin alternatif à celui du professeur qui est tout aussi valide que le sien. C'est quelque chose qui est même subversif quasiment aujourd'hui, de se dire « Ah oui, je peux penser autrement et pourtant faire quelque chose d'aussi valide que toi ». C'est ça que j'ai envie d'essayer de porter. Mais écoute, si ça peut t'aérer l'esprit, si ça peut te permettre de te changer les idées, si je peux te faire bénéficier de mon expérience à partir de là, eh bien j'en serais ravi. Je te le dis à nouveau, je ne sais plus du tout où j'en étais dans mon récit. Ça m'a coûté énormément d'énergie de déterrer tous ces souvenirs. Je me souviens seulement que je me dois de t'inciter à partager ce podcast-là, cette émission, à la faire découvrir à des gens. Je pense que c'est un parcours qui est amusant déjà, et puis ça m'aidera surtout beaucoup. Aujourd'hui, je vis intégralement de mon activité sur Internet. Mon salaire de l'éducation nationale se résume à 0 € pointé. Et donc, déjà, si tu n'es pas intéressé par l'achat de mes formations, si tu n'as pas forcément les moyens de t'offrir mes cours particuliers, ce que je comprends parfaitement, eh bien, je t'invite à essayer de partager ça, de faire en sorte que ça se connaisse, de manière à ce que ma vision des mathématiques et de l'enseignement des mathématiques se propage. Et j'espère qu'ainsi, on aura droit à un monde plus heureux, à des personnes qui aussi arriveront à accéder à leurs rêves, parce que c'est ça qu'il y a aussi derrière l'enseignement des mathématiques. Je le disais au tout début, c'est pas tout le monde qui va faire des mathématiques sa vie. Mais par contre, ça peut être un obstacle sur le chemin de l'accomplissement d'une carrière professionnelle, et me dire, finalement, se laisser dégoûter par quelqu'un, j'en reparlerai à nouveau dans la prochaine émission, on se souvient très bien pourquoi on a décroché des mathématiques, on se dit, c'était avec Madame Truc, avec Monsieur Machin, mais je trouve que c'est très triste, et si je peux combattre cette tristesse, apporter un peu de joie, apporter un peu d'enthousiasme là-dedans, je serais très content de m'être fait un peu mal à la gorge aujourd'hui. Et j'en profite avec ce qui me reste pour te dire que tu pourras retrouver toutes mes activités sur mon site internet www.oljeune.fr. J'espère que cette émission t'a plu, je te souhaite une excellente journée et je te dis à la prochaine.